Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus pour notre présentation. L'idée, c'est qu'on va faire une présentation pendant 45 minutes et ensuite on va vous donner la parole pour poser aussi des questions pendant la dernière quart d'heure. Donc je nous présente ma collègue qui fera cette intervention avec moi, c'est Zoé Rimbaud, coordinatrice de la chaire de la transition foncière. Et moi-même, je m'appelle Lucas Madl, je suis doctorant chez AREP et l'université Gustave Eiffel au sein de Lab Urbain. On va vous parler aujourd'hui d'un champ de recherche qui, dans le débat public, est décrit par une multitude de différents termes. La réparation de sol, la renaturation de sol, la refonctionnalisation de sol, la restauration de sol, bref, une multitude de termes avec lesquels on veut évoquer l'enjeu d'améliorer la santé des sols qui sont fortement dégradés par l'homme. Une forme de cette dégradation est l'artificialisation des sols. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous en avez déjà entendu, mais qu'est-ce que c'est exactement et quels sont ses impacts négatifs? Dans une loi qui est sortie en 2021, l'artificialisation a été décrite comme l'altération durable de toute ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Et en pratique, un sol est compté comme artificialisé quand un espace naturel, forestier ou agricole était converti en espace artificiel. Et les espaces artificiels, c'est ce qu'on connaît comme des surfaces bâties, des surfaces revêtues, des surfaces stabilisées, etc. Et chaque année, des sols sont artificialisés. On dit aussi qu'ils étaient consommés. Le rythme d'artificialisation se voit augmenter depuis les années 60, avant qu'il se réduise de nouveau depuis 2012. Donc, chaque année, dans cette période, la quantité de sol qui est convertie en sols artificialisés diminue. On pourrait donc dire que ce sont des bonnes nouvelles. Au même temps, en regardant le graphique à droite, qu'on peut voir ici, à gauche, désolé, de votre côté, c'est de droite. Voilà. Donc on voit que dans cette période où le rythme d'artificialisation de sol diminue, il est encore beaucoup plus important que le taux de la croissance de la population française. On voit donc qu'il y a un découplage entre la croissance des surfaces artificialisées et de la population française. Et ce développement est assez alarmant parce que l'artificialisation a beaucoup d'impacts négatifs sur l'environnement et les humains. Sur la carte à droite, on voit le niveau de fragmentation des espaces naturels sur le territoire français. Là où c'est plus foncé, il y a un nombre élevé des espaces naturels, il y a un nombre élevé de la fragmentation. Ça veut dire qu'il existe des barrières qui rendent la migration entre les habitats de certaines espèces animales et végétales très difficile. Et on peut voir qu'il y a pas mal de similarités entre les espaces où une forte artificialisation avait lieu, ce qu'on peut voir sur la carte à gauche qui montre des espaces artificialisés entre 2006 et 2015. Donc on peut voir une forte similarité entre ces espaces qui étaient artificialisés et les espaces où il y avait une forte augmentation de fragmentation des habitats, ce qu'on peut voir à gauche. L'artificialisation est donc responsable non seulement pour la destruction des habitats naturels, mais aussi pour la fragmentation des habitats restants. Et en effet, la fragmentation et la destruction des habitats étaient reconnus comme un des facteurs majeurs pour le déclin de la biodiversité. En France, on peut voir que les habitats ainsi que des espaces végétaux et animaux se trouvent en majorité en état défavorable, ce qui veut dire qu'ils sont en état de dégradation. Et voilà. Et il faut souligner que certes, l'artificialisation, ce n'est pas le seul facteur de l'érosion de la biodiversité, c'est un parmi d'autres, mais cependant, c'est un facteur majeur. Donc cette érosion de biodiversité, cette érosion de biodiversité entraîne aussi des impacts négatifs pour les humains, qui en dépendent pour la pollinisation, mais aussi pour la régulation biologique des maladies, des ravageurs ou des parasites. L'artificialisation entraîne aussi d'autres impacts négatifs pour l'humain. J'imagine qu'on connaît assez bien l'effet de l'eau-chaleur qui décrit l'augmentation de la température à cause d'un manque d'espace vert
et une concentration de surface bâtie ou revêtue. Et ce graphique de l'atelier parisien d'urbanisme montre très bien l'effet local de l'artificialisation. On voit que la température des surfaces enrobées et pavées, ce qu'on peut voir sur le graphique à droite, dans une nuance orange et vert, jaune. On peut voir que cette température de ces surfaces est beaucoup plus importante que celle de la surface enherbée qu'on peut voir en nuance bleutée. Je ne sais pas si vous arrivez de le lire. Oui. Donc si vous n'arrivez pas à lire, en bleu, on voit que la température c'est à 25 degrés, pendant que l'enrobé, par exemple, là, la température c'est à 32 degrés. Donc c'est un écart assez important. Ah oui, peut-être. Ah oui, super. Et l'artificialisation entraîne aussi d'autres impacts négatifs pour l'humain. J'imagine... non, désolé. Comme un troisième impact négatif majeur de l'artificialisation, on peut mentionner aussi une augmentation de risque d'inondation par ruissellement. C'est le type d'inondation qui se produit lorsque la pluie qui tombe ne peut pas infiltrer dans le sol, par exemple parce que les surfaces sont imperméabilisées. Et donc cette pluie s'accumule à la surface. Et on voit sur cette carte que ce risque est particulièrement élevé dans la région de Paris, où il y a un taux d'artificialisation très haut. On a vu donc que l'artificialisation des sols impacte fortement l'environnement ainsi que la qualité de vie des humains. C'est pourquoi l'État français a promulgué en 2021 l'objectif ZAN, donc la zéro artificialisation nette des sols d'ici 2050. On dit net parce qu'à partir de 2050, le bilan entre mesures d'artificialisation et mesures de compensation doit se tenir à zéro. Donc cette notion de zéro net ouvre la possibilité de compenser toute mesure de l'artificialisation de sol par une renaturation ou désartificialisation de sol. Et je laisse la parole maintenant à Zoé qui va amener des réflexions critiques à cette approche qui se voit surtout comme une approche quantitative. Oui, alors vous m'entendez bien ? Merci, merci Lucas pour cette introduction sur l'artificialisation des sols. Alors c'est vrai que là, on va vous faire une petite précision sur l'approche que nous, on va développer, la façon dont nous, on va traiter ce sujet. Donc il faut savoir que l'objectif ZAN que vous avez présenté, Lucas, il développe une approche plutôt quantitative de l'artificialisation. Donc ça va être une consommation d'espace artificialisé. Et inversement, la renaturation, au sens du ZAN, va être comprise comme une transformation d'un espace artificialisé en un espace non artificialisé. C'est très quantitatif, c'est très binaire comme façon de voir les choses, et c'est très surfacique. Donc on regarde les surfaces et on ne regarde pas tellement les sols dans toute leur épaisseur, toute leur profondeur. Cette approche quantitative, puisqu'elle est très binaire, elle ne va pas tenir compte des multiples différences de qualité ou de fonctionnalité qu'il peut y avoir entre différents types de sols. Par exemple, à l'intérieur des sols qu'on considère comme artificialisés, on a à la fois des sols qui sont scellés, donc avec du bitume par-dessus. On a à la fois des sols, par exemple des terrains de foot, où il y a quand même une petite pelouse. On a également des jardins individuels. Donc tous ces sols-là, ils sont considérés comme artificialisés de la même façon. Donc c'est vrai que ça pose un certain nombre de questions de l'ordre de la précision et de la qualification des dégradations qui impactent ces sols. Donc nous, ici, on aimerait aborder le sujet à travers une approche qui est plus qualitative. Donc c'est pour ça que nous, on ne va pas tellement parler de consommation d'espace et on ne va pas tellement s'intéresser à la surface, mais on va s'intéresser au sol. Donc on va s'intéresser à l'aspect 3D, au sol dans tout leur volume. Donc ici, on va comprendre cette renaturation comme étant une forme de restauration de sol, donc restaurer des sols fonctionnels. C'est pour ça qu'on a appelé cette intervention réparer des sols. Et donc, pour avoir cette approche qualitative, c'est important de s'intéresser au sol, donc de prendre en compte les savoirs pédologiques. Donc, la pédologie, c'est la science du sol, et de mettre en regard ces approches foncières avec ces savoirs pédologiques. Donc, petite
parenthèse pour expliquer un peu d'où est-ce qu'on se situe et pourquoi est-ce qu'on vous dit tout ça. Donc nous, on intervient dans le cadre de la chaire Transition foncière, qui est une chaire de recherche interdisciplinaire et qui travaille justement sur les sols et le foncier. Et l'idée, c'est vraiment de dépasser cette perception surfacique des sols dans l'aménagement pour appréhender les sols comme un objet beaucoup plus multidimensionnel, multifonctionnel. L'idée, c'est bien de se dire que le sol, c'est pas une surface, c'est bien un volume. Le sol, c'est toute une multitude de continuités pédologiques qui sont assez peu sensibles aux divisions parcellaires. C'est un objet. Alors, on parle beaucoup de sol vivant. En tout cas, c'est un objet c'est un habitat pour le vivant, en tout cas, c'est pas un objet qui est fossile. Et c'est aussi un acteur du climat par le stockage du carbone. Donc, c'est un lieu de transformation de la matière. Et donc, dans ce cadre-là, la chaire Transition foncière, elle travaille sur de l'interdisciplinarité. Donc, l'idée, c'est vraiment d'articuler différents regards scientifiques sur les sols et sur le foncier. L'idée, c'est aussi de faire du transfert de recherche, donc de partager les connaissances scientifiques depuis le monde de la recherche jusqu'à la sphère opérationnelle et jusqu'au grand public. Nous, cette année 2024, on s'est justement concentré sur la renaturation en se demandant pourquoi et comment restaurer les fonctions des sols. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on intervient aujourd'hui et qu'on vous parle de restauration des sols. Donc, quelles sont les questions qu'on va se poser ensemble aujourd'hui? Déjà, des questions de définition. Quand on dit réparer les sols, renaturer, restaurer les sols, concrètement, qu'est-ce qu'on entend par là? Comment déjà c'est défini dans le droit, mais aussi comment c'est défini par les sciences? Et puis, une fois qu'on aura posé ces petites questions de définition, on va se demander comment est-ce qu'on renature? Dans quel objectif est-ce qu'on renature? Pour quelle finalité? Et puis également, combien de temps ça prend de renaturer, de restaurer un sol? Sur quelle temporalité est-ce qu'on peut envisager un projet de renaturation et comment est-ce que ça s'accorde avec des temporalités différentes de projets d'aménagement, par exemple? Donc, pour traiter ces différents sujets, on va commencer par vous expliquer un petit peu ce qu'on entend par renaturation et quels projets peuvent être un peu significatifs de ce qu'on entend par renaturation. Et puis après, on ira un peu plus dans les enjeux et les controverses qui peuvent être associés à ce terme. Donc, je vais laisser la parole à Lucas. Oui, merci Zoé de nous avoir montré quelques questions majeures qui se posent par rapport à ce sujet. Donc, je vais aborder la première, notamment la question de la signification de la renaturation. En entendant ce mot pour la première fois, on pense plutôt à des espaces naturels qui sont regorgés de la biodiversité. Mais par contre, en regardant la renaturation d'une perspective ZAN, on a vu que la renaturation est une action qui est censée pouvoir compenser une action d'artificialisation. La renaturation est décrite dans la loi comme action ou opération de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. Et cette définition est accompagnée par une nomenclature qui divise les surfaces en artificielles et non artificielles. Et comme Zoé a déjà évoqué, cette division se fait de façon assez binaire, donc elle ne prend pas en compte des critères écologiques comme le taux de biodiversité ou la qualité de sol, mais elle prend en compte uniquement l'usage et la couverture du sol. Si par exemple un site est résidentiel et le site est bâti, cela compterait comme un site artificiel. Et on voit très rapidement les limites de cette nomenclature. Une prairie urbaine où se trouve une multitude d'espèces sera par exemple identifiée comme artificialisée au même titre qu'un parking imperméabilisé. Et étant donné que cette définition de la renaturation n'était pas très satisfaisante, je me suis lancé dans une recherche sur les notions de la renaturation dans la littérature scientifique. L'analyse de cette recherche n'est pas encore terminée, mais j'ai pu faire quelques premiers constats. Premièrement, j'ai pu observer une évolution du contexte dans lequel le terme était utilisé. Au début de la période étudiée, les articles qui traitaient la renaturation le traitaient surtout dans un contexte des cours d'eau. Dans le cours de la période étudiée, ce focus se déplaçait au fur et à mesure vers un contexte urbain. Voilà. Et cette transformation de contexte est accompagnée par une transformation de la notion. Donc dans les textes publiés entre 2004 et 2009, la renaturation renvoyait souvent à un retour à un écosystème préexistant, donc historique.
Et à partir de 2011, il y a un changement dans la notion. La notion d'introduire des éléments naturels dans un espace qui est dominé par des activités humaines revient de plus en plus. Et on commence à parler des villes résilientes. Donc en dépassant l'approche d'introduire le végétal juste pour son esthétique, vers une approche qui prend en compte les fonctions de végétal. Donc, quand on parle de fonction, on parle par exemple de la capacité de réduire les températures ressenties dans la ville ou de favoriser l'infiltration des eaux de pluie, etc. Et depuis la promulgation de la loi climat et résilience et l'objectif ZAN, donc le ZAN zéro artificialisation nette, la renaturation est décrite de plus en plus comme une action qui vise le retour à la pleine terre ou la restauration du sol. Et il faut souligner qu'il y a une multitude de différentes interprétations du terme renaturation. Mais après une première analyse rapide de texte, on peut quand même retenir que les notions renvoyant à une restitution de la fonctionnalité ainsi que la restitution de la pleine terre reviennent particulièrement souvent. Donc, partant donc sur cette définition de la renaturation comme une action d'améliorer ou de restituer la multifonctionnalité de l'écosystème, qui inclut bien sûr aussi l'objectif d'améliorer ou restituer la multifonctionnalité du sol. Et je voulais vous montrer quelques exemples des projets de renaturation qui visaient une telle augmentation de la fonctionnalité de l'écosystème. Vous allez voir qu'ils se différencient en termes de leur état initial, mais aussi en termes de leur contexte local. Comme premier projet, je voulais vous montrer l'écopole Val d'Allier, qui est un projet de renaturation qui avait lieu sur le site d'une ancienne gravière. C'est situé à l'Auvergne. Et en 2006, les travaux de renaturation ont commencé. L'idée générale était de créer un espace avec des habitats très diversifiés, ce qui se voit dans une variation de profondeur de plan d'eau, la création de creuses pour que les mares puissent se développer, ou aussi la préservation de quelques pentes assez abruptes qui servent comme endroit de nidification pour certaines espèces d'oiseaux. Et dans d'autres parties du site, il y avait très peu d'interventions pour permettre une végétation pionnière de s'installer. Donc, c'est la végétation pionnière, c'est la végétation qui colonise normalement en premier les sols nus ou perturbés, qui sont très pauvres en nutriments. Et ces espèces pionnières, ils jouent un rôle très important car ils préparent le milieu pour d'autres espèces en améliorant la santé de sol, la qualité de sol, et en créant aussi des conditions très propices pour d'autres espèces qui sinon sont en difficulté dans des conditions qui sont aussi extrêmes. Et on voit très bien sur ces photos la transformation de l'espace qui est représentée par la création de plans d'eau qu'on peut voir au nord, l'agrandissement de plans d'eau au milieu et aussi la colonisation des espaces nus par des espaces pionnières. Je ne sais pas si on peut le bien voir, mais quand même un peu. Aux franges de lac, on peut voir qu'il y avait pas mal de végétation qui s'est installée. Un deuxième projet qui est très différent au premier, c'est celui de la renaturation d'une friche industrielle à Saint-Nicolas-de-Redon. Cette friche de 11 hectares était anciennement occupée par des différentes entreprises de l'industrie du bois, avant qu'elle ait été inondée 4 fois en 6 années à la fin du dernier siècle. Et le département de Loire-Atlantique a ensuite acquis le terrain pour que le nature puisse se développer librement. Pour cela, très peu d'interventions étaient effectuées, un peu pareil qu'avant. Les dalles de béton étaient percées mais laissées sur place. La toiture d'un bâtiment a été retirée, des fossés étaient créés et quelques arbres plantés. Mais mis à part ça, les structures étaient laissées sur place pour créer une grande diversité des milieux. On dit aussi des micro-habitats. Donc on trouve sur quelques parties du site des dalles de béton, sur quelques parties du site des restes de structures des bâtiments, sur d'autres parties des sols secs, sur d'autres parties des prairies humides et aussi sur d'autres parties encore des petites forêts. Donc après quelques années, on a vraiment pu voir comment des plantes pionnières et d'autres s'installer et qui peu à peu ont couvert cette friche. Le prochain projet se trouve déjà dans un tissu urbain beaucoup plus dense. C'est la renaturation de la Petite Ceinture à Paris,
qui était anciennement une ligne ferroviaire entourant la ville de Paris, mais sur laquelle la circulation était presque complètement arrêtée au fil du XXe siècle. Et sur les tronçons qui étaient ensuite laissés à l'abandon, on a pu observer une végétation spontanée qui s'est installée, qui a créé un corridor écologique qui relie les différents espaces verts dans la ville, comme par exemple les parcs et les bois. Et quand je parle d'une végétation spontanée, juste pour clarifier, c'est une végétation qui arrive sur un site sans être plantée, donc qui arrive de façon naturelle. Quelques tronçons sur cet ensemble de sites étaient aussi aménagés et plantés, comme ce tronçon qu'on voit ici dans le XXe siècle, dans le 20e arrondissement, désolé. Et l'ensemble de la petite ceinture est caractérisé par une grande diversité de différents usages. On y trouve par exemple des ateliers d'artistes, des jardins partagés, des activités commerciales ou juste aussi des cheminements où des citoyens peuvent se balader. Le dernier projet que je voulais vous montrer, c'est la création du square Alain Bachung dans le 18e arrondissement de Paris. Et ici, on se trouve vraiment dans un milieu qui est très densément peuplé, dans une zone résidentielle. Et vous voyez que, contrairement aux autres projets, ce site était vraiment fortement aménagé. Donc le site était à l'époque couvert par une couche imperméable, avant qu'en 2011, les bâtiments qui étaient abandonnés étaient démolis et le revêtement retiré. Donc on peut voir ça sur la photo à droite. On peut voir assez bien à quoi le site ressemblait après cette action-là. Et ensuite, les concepteurs ont créé un parc avec un espace vert au centre, incluant un nivellement qui permet de récupérer les eaux de pluie dans une creuse au milieu du parc. Et cette différence de topographie a aussi permis de créer des différents micro-habitats, comme par exemple un milieu forestier, un milieu plutôt sec où il y a des arbustes, et un milieu humide dans la Creuse. Et sur cette photo, on peut voir encore une fois assez bien la transformation du site. Et après qu'on a vu quelques exemples de projets de renaturation qui montraient la transformation des différents sites, Zoé va élaborer un peu plus sur les techniques qu'on peut appliquer dans les projets de renaturation, donc comment on peut renaturer. Et effectivement, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus dans le détail et de s'intéresser justement au sol, parce que donc on vous a expliqué que nous on s'intéressait notamment à la question des sols et de la restauration des fonctions des sols dans ces projets. Donc l'idée c'est pas d'aller en détail de façon exhaustive sur toutes les techniques qui existent, mais plutôt de vous évoquer les différents aspects qui peuvent poser problème dans un sol dégradé et les différentes méthodes qui sont utilisées pour y remédier. Donc, un sol dégradé, par exemple, en ville, qu'est-ce qui peut constituer cette dégradation ? Bon, déjà, généralement, enfin, en tout cas, souvent, on a un sol qui va être scellé. Il va y avoir un revêtement imperméable. Donc ça pose un premier problème. Également, ces sols, notamment en milieu urbain, ils sont souvent issus de l'apports successifs de remblais. Ils vont être très compactés. Ils vont être très peu fonctionnels par rapport à un sol naturel. On a aussi une certaine quantité de sols qui sont pollués, donc ça aussi ça pose question. Et puis on a des sols qui sont relativement pauvres en biodiversité. Il peut y avoir des micro-organismes qui existent sous des sols scellés, mais évidemment ils sont beaucoup plus pauvres en biodiversité que des sols en milieu naturel. Donc, si on s'intéresse déjà à la question de l'imperméabilisation et du revêtement imperméable, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour résoudre ce problème-là ? La solution la plus franche, la plus radicale, c'est d'enlever ce revêtement imperméable, donc de découper, ce qu'on appelle desceller le sol. Donc là, c'est un exemple issu d'un projet de recherche. Ok, l'image est un peu floue, mais bon. Un projet de recherche justement sur la désimperméabilisation des sols. Mais il y a aussi des approches un petit peu plus nuancées. Donc, par exemple, Lucas nous a montré tout à l'heure le projet à Saint-Nicolas-de-Redon où les dalles de béton avaient quand même été laissées en place. Là, vous pouvez voir un exemple d'un projet en région parisienne où le revêtement imperméable il a été partiellement décompacté pour laisser la pluie s'infiltrer, laisser les plantes pousser, mais pour autant les matériaux sont restés sur place. Donc on est dans une sorte d'entre-deux qui permet aux plantes de pousser, mais on a quand même une partie de ce matériau artificiel qui reste sur place.
Et puis on a aussi des solutions de désimperméabilisation qui pour le coup ne s'intéressent pas tellement au sol et aux fonctionnalités du sol. L'idée c'est vraiment de laisser l'eau passer. Donc on a tout un tas de revêtements perméables qui existent, des pavés drainants, etc., qui sont utilisés dans l'aménagement. Mais là on ne va pas forcément parler de renaturation parce qu'on a quand même un revêtement. Ensuite, la question de la pollution. Bon, là, il y a une multitude de techniques de dépollution, donc on ne va pas aller dans le détail, mais si on doit un petit peu catégoriser ces différentes techniques, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le plus radical, c'est vraiment d'enlever tout. Donc, on excave, on enlève toutes les terres polluées et on les met ailleurs. Ou alors, à la limite, on en laisse une partie et on met une membrane imperméable, on étanchéifie pour que cette pollution ne passe plus. Bon, c'est assez intrusif vis-à-vis du sol parce que ça nécessite d'enlever le sol en place. On a des solutions qui visent à dépolluer, donc à traiter cette pollution sur place, donc soit in situ, c'est-à-dire en laissant le sol en place et en mettant des tuyaux, etc., soit en excavant le sol, en les traitant, là, par exemple avec des biotertres, et ensuite en remettant le sol à sa place une fois qu'il a été dépollué. Bon, là encore, c'est quand même assez intrusif. Et des techniques beaucoup plus douces mais aussi moins efficaces de gestion, de stabilisation de la pollution. Donc là l'idée ça va être de dire on sait qu'on ne peut pas dépolluer mais on va essayer de faire en sorte que cette pollution elle reste à peu près stable dans le sol et qu'on va essayer de diminuer les risques. Par exemple, une des techniques qui va être utilisée c'est la phytostabilisation, donc le fait d'extraire de stabiliser, là en l'occurrence avec la phytostabilisation, de stabiliser les polluants dans le sol avec des plantes. Ensuite, on a parlé du fait que certains sols pouvaient être très compactés, être constitués de remblais, être constitués de matériaux qui sont assez peu fonctionnels pour les sols. Parce qu'un sol, généralement, c'est quand même structuré en couches qu'on appelle des horizons. Et il y a à la fois des matériaux organiques et minéraux. Donc l'idée, ça va être de reconstruire ou de recomposer un sol avec des composés organiques et minéraux. Donc là, ce qui se fait, il y a encore plusieurs solutions. Ce qui s'est fait classiquement dans l'aménagement paysager, ça a été d'aller chercher de la terre ailleurs, ce qu'on appelle la terre végétale, qui est décapée. Donc des matériaux naturels et de la mettre à l'endroit où on veut faire notre aménagement paysager. Donc on reconstitue un sol, mais à partir de terre qui vient d'ailleurs. Cette approche, elle est de plus en plus questionnée parce que ça suppose d'aller décaper des sols naturels, des sols agricoles, etc. C'est une logique, un flux qui est très linéaire. Donc il y a des logiques circulaires qui se mettent en place avec l'idée de construire des sols en économie circulaire à partir de déchets urbains. Donc là, l'idée, ça va être de récupérer par exemple des déchets du BTP comme des briques, etc., des déchets verts du compost et de fabriquer des sols, construire des sols à partir de ça. Approche qui peut également être questionnée, être critiquée parce que effectivement on va avoir des matériaux qui sont d'origine anthropique. Et puis des techniques qui sont moins intrusives vis-à-vis du sol, ou en tout cas qui demandent moins d'action, ça va être de laisser en place un maximum les sols qu'on va dire hérités, d'essayer au maximum de faire avec les sols en place et donc de les amender avec des matériaux organiques, du compost, etc. pour essayer d'améliorer la qualité de ces sols. Donc différentes approches, différentes possibilités. Et puis ensuite, il y a la question de la biodiversité des sols. Donc quand on a un sol qui est pauvre en biodiversité, comment est-ce qu'on fait? Sachant que tout ce que je vous ai dit précédemment, et notamment ramener de la matière organique, effectivement, ça participe au fait de renforcer cette biodiversité. Après, il y a aussi des techniques spécifiques, par exemple pour la biodiversité du sol en soi, donc à la fois les micro-organismes et puis la faune du sol. Il y a des techniques qui visent à introduire volontairement des espèces, par exemple des vers de terre, des bactéries, des champignons, pour améliorer cette activité biologique. Pour ce qui concerne la biodiversité de surface, donc la végétation, là encore, il y a différentes possibilités, soit à les planter, à les semer, de façon assez traditionnelle. Si l'idée, c'est de récupérer des essences locales, il y a des techniques de transfert de foin. Donc l'idée, c'est d'aller faucher dans une prairie locale et de ramener le foin sur place pour favoriser les semences locales.
Et puis si on veut des techniques plus passives, évidemment, il y a des Lucas évoquait tout à l'heure la possibilité de colonisation spontanée de ces espaces, voire de laisser des espaces en libre évolution. Donc vous voyez qu'il y a tout un continuum de pratiques qui sont très différentes les unes des autres, certaines qui demandent beaucoup plus d'intervention, d'autres qui sont beaucoup plus dans la libre évolution des espaces. C'était un peu pour vous montrer cette diversité de techniques qui existent. Donc voilà, pour que vous ayez un peu une idée de l'éventail d'exemples qu'il peut y avoir quand on parle de renaturation. Bon, maintenant, cette question de la renaturation, elle pose un certain nombre de questions, un certain nombre d'enjeux et de débats. Déjà, rien que sur le terme, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais le terme renaturer, il peut laisser entendre qu'on vise un retour à l'état d'origine. Effectivement, dans le terme renaturer, on a déjà le mot nature, comme si on allait revenir à un état naturel, et puis le sous-entend qu'on pourrait inverser et revenir à l'état antérieur avant la dégradation anthropique. En plus de cette dimension, de ce vocabulaire qui est employé, on a aussi un usage du terme dans la réglementation, donc dans le ZAN, qui suppose que cette renaturation elle pourrait venir compenser l'artificialisation des sols. Donc on détruit un sol, à côté on en reconstruit un autre, c'est à peu près équivalent. Bon, ça pose quand même question, et forcément on se pose la question, est-ce qu'un sol renaturé, il est équivalent, il est interchangeable avec un sol naturel ? Alors déjà, voilà, qu'est-ce qu'un sol ? Donc c'est pas l'objet de notre intervention, donc on va pas passer 3000 ans dessus, mais il faut savoir qu'un sol naturel, il se construit en des milliers d'années. Donc ce qu'on appelle la couverture pédologique, donc la couverture de sol, on peut véritablement parler de patrimoine, puisque dans nos régions tempérées, les sols, ils mettent au moins, un sol d'1 mètre de profondeur, on dit que ça met au moins 10 000 ans à se construire. Globalement, les sols que l'on connaît dans les régions du nord de la France, ils se sont reconstruits depuis la fin de la dernière glaciation, donc depuis plus de 10 000 ans. Ils ont mis 10 000 ans à faire 1 mètre, 1,5 mètre de profondeur. Cette formation des sols, donc ce qu'on appelle la pédogénèse, dans la formation des sols, elle est influencée par différents facteurs, donc le climat, le relief, donc le matériau parental, c'est la roche-mère globalement, les organismes vivants, et puis le temps. Et le temps, c'est un facteur majeur de construction, de formation des sols et de différenciation des sols. Ce qu'on peut conclure là, c'est que les sols représentent une ressource qui n'est pas renouvelable à l'échelle humaine. Il n'y a pas de retour possible en arrière. Donc, à partir du moment où on a dit ça, on se dit à quoi bon essayer de renaturer ? À quoi ça sert de renaturer si on ne peut pas reconstruire des sols naturels ? En fait, on se rend compte que dans la plupart des projets dont on parle, l'idée, c'est pas de revenir à un état d'avant la dégradation anthropique. L'idée, c'est surtout d'améliorer l'état de sols qui vont être dégradés. Et donc, ce qu'on va appeler réparer les sols, ça va être à la fois limiter leur dégradation, limiter leur artificialisation, etc. Et puis améliorer leur niveau de fonctionnalité écologique. Donc là, vous pouvez voir sur la droite un schéma qui retrace un peu donc à partir des propriétés du sol, les fonctions qui sont inhérentes au sol, et ensuite les services écosystémiques qu'on peut tirer de ces fonctions. Donc les services écosystémiques, c'est ce qui est généralement bénéfique pour l'humain. Donc cette approche fonctionnelle, c'est généralement cette approche fonctionnelle-là qui est utilisée dans les projets de renaturation. Donc l'idée, c'est de se dire que la renaturation, elle ne va pas légitimer, il ne faut pas l'utiliser pour légitimer la perte de sols qui sont vieux de plusieurs milliers d'années, mais juste d'améliorer les fonctionnalités écologiques de milieux qui sont déjà très anthropisés. Merci Zoé. On a pu constater que quand on parle de la renaturation, on ne parle pas forcément d'un retour à un écosystème préexistant ou historique. Donc, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas un état historique qu'on veut atteindre, il se pose la question d'objectifs qu'on identifie lors d'un tel projet de renaturation. Ce dernier slide de Zoé qu'on a vu a très bien montré les interrelations. Si vous vous rappelez de graphiques qu'on a vu à droite, on a très bien vu les interrelations entre les propriétés du sol, les fonctions du sol et les services écosystémiques du sol. Et je montre ce graphique encore une fois pour encore mieux visualiser comment les services écosystémiques découlent des fonctions qui, de leur côté, découlent des propriétés du sol. Et pour continuer à développer cette idée, on peut dire qu'on tire des bénéfices des services écosystémiques de sol qui ont une certaine valeur. Ça ne doit pas être forcément une valeur monétaire,
mais ça peut aussi être une valeur non monétaire, comme une valeur culturelle ou sociale. Pour vous donner un exemple, on pourrait prendre comme propriété du sol le contenu du carbone. Et en regardant son évolution, on pourrait en déduire la capacité de sol de stocker du carbone. Là, on parlerait de la fonction du sol. Et de cette capacité de stocker de carbone découle comme service écosystémique la contribution du sol à réguler le climat. Quand on se rappelle que la renaturation renvoie surtout à une amélioration ou une restitution des fonctions écologiques d'un écosystème, des objectifs pourraient donc être identifiés en ciblant des services écosystémiques qui sont un produit des fonctions écologiques. Et idéalement, toutes les fonctions écologiques devraient être rétablies lors d'un projet de renaturation, mais cependant, cet objectif devient assez difficile à atteindre plus qu'on se trouve dans un contexte urbain où la pression anthropique, donc la pression de l'homme, est très forte. Donc, dans une telle situation, il peut être utile d'identifier les besoins de la population locale afin de favoriser les services écosystémiques dont on a particulièrement besoin. Donc, dans une zone densément peuplée, pour vous donner un exemple, les services écosystémiques comme la réduction du risque d'inondation ou la réduction de faits d'îlot-chaleur pourraient donc être favorisés, pendant que la fourniture des habitats pour la flore et la faune pourrait plutôt être ciblée comme objectif principal dans les zones périurbains ou suburbains. Et après qu'un projet de renaturation a été mis en œuvre, se pose la question de comment on peut évaluer si les fonctions ou les services écosystémiques qu'on a ciblés étaient rétablis ou pas. Pour cela, ça serait pertinent de faire un diagnostic au préalable du projet, parce que si on ne fait pas un diagnostic au préalable, on n'a pas vraiment un moyen de comparer l'évolution des fonctions écologiques. Donc le chercheur me recommande d'identifier des indicateurs qui aide à vérifier si une évolution des facteurs étudiés a eu lieu ou pas. Et cela permet d'évaluer l'évolution des fonctions écologiques sur le site. Comme exemple, là, on pourrait prendre de nouveau comme indicateur le niveau de contenu de carbone dans le sol. On constate donc que l'évaluation de la réussite d'un projet nécessite un suivi de certains indicateurs. Pour les projets de renaturation, un suivi sur le long terme est recommandé généralement dans le monde académique. Cela est dû au fait que la restitution d'un certain taux de biodiversité ou d'une certaine composition d'espèces ou la fonctionnalité se passe sur une longue durée. Donc on a déjà entendu que ça se passe longtemps pour la formation des sols, mais aussi pour la restitution des fonctionnalités, ça prend aussi longtemps. Et dans le cas d'une restitution d'une certaine fonctionnalité écologique, par exemple, quelques études mentionnent que cela peut durer des années, voire des décennies. On voit donc un fort contraste entre la temporalité d'un projet de renaturation et un projet d'aménagement qui est normalement terminé après sa mise en œuvre. Et c'est surtout à prendre en compte dans une logique de compensation, parce que pour compter le bilan entre les surfaces artificialisées et non artificialisées, un projet est attitré comme renaturé dès que la surface est reconnue comme non artificialisée par l'interprétation des images satellitaires. Donc au moment où la couverture et l'usage de la surface correspondent à la catégorie non artificielle dans la nomenclature. Donc dans le bilan ZAN, la compensation est effectuée à ce moment-là, même si les niveaux de biodiversité ou les niveaux de la fonctionnalité du site qui étaient perdus ne soient pas encore compensés. Et finalement, les sols et leur intégration dans la pratique de renaturation entrent de plus en plus dans le débat académique. De plus en plus d'auteurs soulignent l'importance de passer d'une approche qui est seulement axée sur le végétal à une approche qui prend en compte les caractéristiques de sol et qui intègre des indicateurs de fonction de sol. Dans le passé, le sol était souvent négligé dans la conception du projet. En plus, pour assurer un bon développement végétal, de la terre végétale était décapée dans les zones agricoles, là où on en a besoin de base, et apportée sur le site à renaturer. Et un nombre croissant de projets maintenant se dirigent vers une approche qui inclut l'identification des indicateurs de la qualité de sol
ou d'adapter le choix de plantes aux caractéristiques de sol. Cette approche vise aussi la réutilisation des déchets au lieu de décaper de la terre végétale. Là, on en a déjà entendu parler de Zoé, qu'on a parlé des différentes techniques. Et cette approche intègre aussi les connaissances de sol dans la conception du projet, en améliorant les conditions de sol pour permettre un meilleur développement de biodiversité. Et je laisse maintenant la parole à Zoé qui va nous donner une petite synthèse de ce qu'on a présenté aujourd'hui. Donc, très brièvement, pour récapituler un peu ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on peut retenir de tous nos propos? Déjà que le sol, c'est une composante majeure des écosystèmes. C'est vrai que nous, on s'est focalisé sur le sol quand on parle de renaturation. Et c'est aussi une ressource qui n'est pas renouvelable. Ça, de toute façon, c'est une des grandes conclusions quand même à retenir. Pourtant, on parle de renaturation des sols. On a une définition réglementaire qui n'est pas toujours très claire. On a différentes définitions scientifiques qui évoluent. Ce qu'on constate, c'est que souvent, ce terme renaturation, il est utilisé pour décrire une amélioration de la fonctionnalité des sols, mais qui va rarement jusqu'à la restitution des écosystèmes d'origine. L'idée, c'est pas de dire que ce n'est pas l'objectif. Évidemment que si ça peut aller jusqu'à une restitution des écosystèmes d'origine, c'est l'idéal, mais dans les faits, c'est rarement le cas. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que renaturer, c'est une pratique du temps long, que lorsqu'on suit des indicateurs écologiques, on se rend compte que ça met beaucoup de temps à revenir à un état suffisant de fonctionnalité, et que donc c'est assez compliqué de le rendre cohérent avec la temporalité des projets d'aménagement et des projets d'urbanisme. Et pour finir, je vous donne un petit aperçu de la suite de mon travail de thèse, qui portera sur l'intégration des connaissances de sol dans la pratique de la renaturation. Donc là, sur le graphique, vous voyez un peu les clusters de recherche, donc les centres de recherche qu'il y a d'un côté dans l'aménagement et dans la renaturation. Et on voit que ces dernières années, il y avait de plus en plus de recherches qui ont été faites concernant l'intégration des connaissances des sols dans l'aménagement. Mais cette approche n'est pas encore aussi développée dans la recherche sur la renaturation. Il existe quelques recherches dans la renaturation ou des guides aussi qui expliquent en détail les meilleures pratiques ou comment on sélectionne un site à renaturer. Mais cependant, ils ne proposent pas d'outils pour accompagner les acteurs tout au long du projet ou pour permettre aux acteurs d'évaluer le projet en termes d'intégration des connaissances sur les sols. Et c'est exactement un tel outil que j'aimerais bien développer au cours de ma thèse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et oui. Maintenant, on aimerait bien vous donner l'opportunité de poser aussi des questions. Peut-être on va allumer la lumière avant. Voilà, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, puis on va vous distribuer un micro. Par rapport à l'objectif de renaturation, je m'interrogeais sur la place de la renaturation par rapport aux objectifs d'économie, de coût, aux objectifs de réaménagement, parce que moi, dans ma pratique, on voit surtout d'abord l'aménagement paysager avant de voir le côté biodiversité qu'on va mettre en petite affiche gentiment à côté. Je suis peut-être un peu critique, mais je m'interroge sur la place la priorité de la renaturation par rapport aux autres paramètres qui font qu'on va changer un espace. Effectivement, une des limites et des retours qui sont faits beaucoup des milieux opérationnels, c'est que cette renaturation, on en parle, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre et c'est pas forcément dans les usages habituels du monde de l'aménagement. Et surtout, ça suppose souvent un coût en plus. Donc il y a quand même cette incitation, la question du ZAN qui donne une incitation réglementaire et qui va forcément rendre plus fréquents ces projets de renaturation. Pour autant, à l'échelle d'un projet d'aménagement, c'est clair qu'il y a encore un certain nombre de limites et donc se pose forcément la question
du modèle économique. Alors, il y a tout un tas de réflexions en cours qui sont pour l'instant plutôt au stade de la recherche et qui ne voient pas forcément encore le jour, mais tout un tas de réflexions sur la possibilité de questionner donc le modèle économique de l'aménagement et ce qu'on appelle le bilan d'opération. Donc le bilan d'opération d'aménagement, c'est ce sur quoi se fonde le modèle économique. Et l'idée, ce serait par exemple d'essayer de faire figurer les fonctions écologiques des sols dans ce bilan. Donc de faire figurer en fait d'une certaine façon que quand on détruit des sols, quand on détruit des fonctions écologiques, c'est comme si on développait une forme de dette écologique. Et à l'inverse, quand on renature ou quand on essaye de restaurer des fonctions des sols, on va compenser en partie cette dette écologique. Donc ça, c'est des réflexions qui sont en cours, qui sont assez, qui sont encore au stade de la recherche, mais qui pourraient peut-être un jour essayer de faire évoluer le modèle de l'aménagement. Après, il y a aussi tout un tas de questions par rapport au sujet des taxes, de la taxation, etc. Là, c'est pas forcément notre sujet, donc on pourra sans doute pas vous répondre, mais en tout cas, il y a c'est des sujets de recherche qui émergent beaucoup en ce moment. La question de la faisabilité économique de ces projets. Mais je pense qu'on peut encore aussi évoquer, ce sont les services écosystémiques dont on a parlé. Donc, ce sont les services qu'on tire des écosystèmes. Et ces services écosystémiques ont aussi une valeur monétaire, en fait. Donc, si on par exemple, considère l'effet qu'un écosystème ou un espace végétalisé peut avoir, par exemple, dans la réduction de la risque d'inondation, ou la réduction d'effet d'îlot-chaleur, ça peut aussi avoir en fait des valeurs monétaires. Si on peut réduire par ça, par exemple, le coût des dégâts d'une inondation ou les coûts qui normalement se produisent si des gens ils tombent malades parce qu'il fait trop chaud ou parce qu'ils doivent aller à l'hôpital parce qu'il fait trop chaud. Donc je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel on peut réfléchir. Dans les exemples que vous avez montrés de renaturation, si on s'en tient vraiment aux ZAN et à sa réglementation, ces espaces ne seraient donc pas considérés comme désartificialisés, si j'ai bien compris. Ça dépend lesquels, tout à fait. La première que j'ai montrée, par exemple, l'écopole de Valalier, ça ne serait pas une renaturation parce que c'est une carrière. Et une carrière, c'est, selon la nomenclature ZAN, pas artificialisé. Donc, même s'il y a vraiment une augmentation des taux de biodiversité, de la qualité de sol, etc., même s'il y a vraiment un grand changement en ce qui concerne le végétal, ça ne serait pas compté comme une renaturation, non. Après, pour les autres, là, on rentre plutôt dans les détails parce que une surface artificialisée dans un espace urbain, par exemple, est compté comme un espace artificialisé à partir d'un certain taux de végétalisation arborée. Donc, s'il y a plus que 20% de végétation arborée, cet espace est non artificiel. Donc, ça dépend un peu oui, ça c'est assez spécifique déjà, mais ça dépend. Donc, par exemple, ce Nicolas de Saint-Redon, ça, par exemple, ça pourrait compter comme une renaturation. Après, le square à la Benchung, parce qu'il y a aussi des certains seuils après lequel les espaces végétalisés sont identifiés. Et ce seuil, c'est à 2500 mètres carrés, donc le square à Alain Bachung, par exemple, ça ne compterait pas comme une renaturation. Donc, mais ça dépend vraiment. Et ce qui est intéressant par rapport à la discussion qu'on avait sur la prise en compte ou pas des fonctionnalités du sol, c'est qu'on voit que par exemple, l'exemple de Saint-Nicolas-de-Redon, donc on a un exemple qui rentrerait dans la nomenclature ZAN, oui ce sera un espace renaturé, alors même qu'on voit que par exemple au sol, il y a du revêtement qui a été laissé. Donc c'est assez intéressant sur les limites aussi de cette nomenclature. Voilà, une renaturation avec l'apport de matériaux extérieurs, plantes et terres, c'est une nouvelle artificialisation du sol. Je veux dire, si la terre a été désinfectée, ok, si les végétaux sont réellement en rapport, mais le mieux, c'est la friche. La friche, elle fait son boulot elle-même et après, on peut accompagner, quantifier, scientifiquement étudier, mais le mieux, c'est la friche, mais ça prend du temps. Voilà, il n'y a pas besoin toujours de l'intervention de l'homme, des apprentis sorciers et puis des marchands du temple qui vont se faire le pognon. J'en ai tellement vu. Je viens de l'Eurométropole de Strasbourg. Je suis jardinier paysagiste, paysan, agriculteur. Donc,
on me la raconte pas, quoi. Voilà. Mais effectivement, c'est intéressant sur toute la diversité des approches. Et effectivement, il y a des approches de libre évolution, on laisse en friche un espace et on voit comment il évolue. Et effectivement, ça pose des questions de temporalité. Et c'est vrai que là, on vous a pas forcément présenté ça dans une approche normative, au sens où on estime que voilà ce que devrait être la renaturation, mais voilà ce qui est considéré comme des projets de renaturation, et notamment tout ce qu'on appelle les sols construits, donc les technosols construits. C'est une pratique qui se développe de plus en plus en lien avec des projets de renaturation. Mais effectivement, ça implique de faire venir des matériaux potentiellement anthropisés, etc. Et ça a tout un tas de limites, effectivement. Et les terrains de foot ancienne génération, je ne joue pas au foot, hein, mais j'en ai fabriqué. Je veux dire, c'est des terrains très drainants. Il y a une couche de sable, on carotte tous les ans. Je veux dire, c'est un terrain qui absorbe un maximum l'eau. Mais maintenant, c'est fini. On fait des terrains en béton et dessus, on met des moquettes. C'est des moquettes en plastique, donc c'est plus du tout le même. Intéressant. L'évolution n'est pas nécessairement la bonne, quoi. Bah, c'est sûr que c'est pas très cohérent avec Lausanne. Strasbourg, ville écologique, donc cherchez l'erreur, quoi. Mais oui, par rapport à ce que vous avez dit, c'est, je pense, vraiment aussi une question de temporalité. Ça serait, dans beaucoup de cas, ça serait mieux de juste laisser la nature se développer, parce que, comme on a vu, les espaces qui sont abandonnés, il y aura une végétation qui va se développer. Mais ça, c'est vraiment une question de temporalité, parce que beaucoup de maîtres d'ouvrage, ils veulent vraiment avoir des résultats vite. Et c'est pourquoi aussi, je pense, dans beaucoup de cas, on va plutôt choisir cette approche de faire une intervention plus lourde pour avoir un résultat plus tôt. Et puis, personne ne parle dans aucun sujet, du sujet qui fâche, les boues d'épuration, les boues et les purins d'épuration. Les gens ne savent pas ce que c'est, quoi, apparemment. C'est vrai qu'on n'en a pas détaillé dans les l'épandage nécessaire, ouais, sur les terres agricoles et non agricoles. Et puis, pas vu, pas pris. C'est vrai qu'il y a la question des terres agricoles qui est un petit peu moins notre sujet, mais c'est vrai que là, dans les sols construits, là, on vous en parlait tout à l'heure, il y a dans les matériaux qui peuvent être réutilisés, il y a notamment les bouts de stations d'épuration. Donc, c'est des choses qui sont utilisées. Mais... Les composts, c'est un mélange de déchets verts et de bouts d'épuration. Donc, ça peut faire aussi... Comme renaturation... Ouais. Ça pose question, on est d'accord. Je crois qu'il y a un monsieur qui lève la main depuis un moment. Oui, je pense. Là, c'est premièrement peut-être pour dire, actuellement les zones agricoles sont dans la nomenclature non artificialisées, mais ça c'est surtout dans la logique de aussi protéger et préserver les zones agricoles, parce que les constructions qui se font actuellement souvent sur des sols agricoles. Donc ça, c'était fait dans une idée de préserver aussi les sols agricoles. Mais oui, il se pose tout à fait aussi la question de comment aussi restaurer les sols agricoles qui sont souvent très pauvres en nutriments et qui aussi devrait être un objet de renaturation ou d'amélioration de leur fonction et des nutriments, etc. Mais c'est vrai que on va dire l'usage du terme et de la notion de renaturation n'est pas trop apparu vis-à-vis des terres agricoles, où les logiques, c'est plutôt des logiques d'évolution des pratiques agricoles pour une amélioration de la fonctionnalité du sol. Mais pour l'instant, c'est un peu des débats qui sont un peu en vase clos. Disons qu'il y a le débat sur la qualité des sols agricoles d'un côté, il y a le débat sur l'artificialisation, la désartificialisation, etc. de l'autre. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on parle peu de renaturation pour évoquer une amélioration de l'état de sol agricole. Sans doute aussi parce qu'il y a cet enjeu quand même majeur de maintien et de protection des terres agricoles face à l'artificialisation, et que même si cette nomenclature binaire, elle a ses limites, hein, on vous l'a précisé, elle permet au moins de garantir une protection de ces sols agricoles.
Et l'avantage de dire, par exemple, je sais pas, des sols, de jardins, de lotissements, c'est artificialisé alors qu'une parcelle agricole n'est pas artificialisée, ça permet d'éviter de dire, OK, on va construire un lotissement parce que de toute façon, les jardins de ces maisons, ils auront une biodiversité bien plus abondante que les sols agricoles précédents. Alors peut-être que dans les faits, c'est vrai, mais en même temps, ça reste détruire des terres agricoles. Donc l'idée de la loi ZAN, c'est quand même au maximum de préserver des terres agricoles. Mais oui, c'est aussi, je pense, pour ça que peut-être le terme renaturation n'était pas super bien choisi parce il renvoie vraiment à une notion de voilà, une pleine nature, des espaces naturels. Mais voilà, en fait, ça veut juste signifier une amélioration de la fonctionnalité d'un espace, donc surtout dans un espace urbain en ce qui concerne l'infiltration de l'eau, réduction de l'effet d'îlot à chaleur, etc. Mais oui, je suis d'accord avec vous aussi que ce terme était peut-être pas idéalement choisi non plus. Comme il y a des règles. Il faut le coller. Vous parlez de renaturation, mais il y a aussi bien des particuliers que des. Je sais pas, il y a des particuliers aussi qui s'amusent à dénaturer. Je ne sais pas si monsieur qui est jardinier doit être au courant qu'il y a de plus en plus, moi j'appelle ça les jardins de cailloux. Les jardins de cailloux. C'est-à-dire ils imperméabilisent les sols et ils mettent des cailloux de couleurs différentes, des jardins genre zen. Vous avez ça. Donc c'est de la dénaturation. Il y a imperméabilisation des sols, une chaleur. Et en Allemagne, paraît-il, c'est réglementé. On n'a plus le droit de le faire. Mais en France, ça prend de l'ampleur. Par exemple. Je vous redonne. Il y a des modes pour ces jardins de cailloux. C'est vrai que c'est intéressant. Et c'est pas trop un sujet qu'on a vu passer dans la recherche ou des choses comme ça, parce que c'est un peu des initiatives individuelles, quoi, mais c'est intéressant. Tout à fait. C'est pas forcément aux mêmes échelles, mais effectivement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore ? Oui, je pense que souvent aussi ce terme de corridor écologique, c'est aussi utilisé peut-être. C'est un peu politique. Après, il y a vraiment aussi le besoin de beaucoup d'espèces d'avoir une certaine largeur aussi pour vraiment oui. Mm. Mm. Oui, c'est beaucoup aussi de politique, de symbolisme un peu. Mm.
C'est vrai que nous, on n'est peut-être pas experts des questions de trame vertébrée et de continuité écologique, mais c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'un un des enjeux... Mm. Mm. Un des enjeux de cette nomenclature ZAN, c'est qu'au final, comme disait Lucas, il y a un enjeu de seuil en termes de superficie pour qu'un espace soit considéré comme naturel ou désartificialisé. Et donc nécessairement, les espaces verts un peu réduits en ville, de taille réduite, ils vont être considérés comme artificialisés. Donc au final, d'un point de vue comptabilité ZAN, transformer un tout petit square végétalisé en dalle de béton, ça ne comptera pas comme une artificialisation. Et donc, effectivement, ça pose tout un tas de questions sur la nécessité d'avoir des îlots de fraîcheur en ville, etc. Et oui, je pense qu'il faut vraiment aussi garder en tête que juste parce que quelque chose est végétalisé, ça ne veut pas dire que c'est aussi forcément fonctionnel. Donc, je pense qu'il faut toujours garder aussi en tête si cette action de végétalisation était aussi pensée dans une idée plus large, comment on peut reconnecter des habitats, quelles espèces est-ce qu'il y a sur ce territoire, ils ont besoin de quoi, de quelle taille de refuge, de quelle taille de corridor. Donc je pense qu'il faut toujours prendre ça en compte que voilà, tout ça, ça doit aussi être réfléchi dans une idée plus large de ce qu'on veut atteindre.